Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir en coopération, vous le savez, avec l'Université de Toulon, que je remercie, et, comme à chaque fois, de nous accueillir dans ces locaux pour notre conférence mensuelle. Vous savez que la FMES, son prisme, c'est notre Sud, au sens large. Donc ça va de l'Europe du Sud, les Balkans, le Caucase du Sud, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, le bassin méditerranéen et l'océan Indien et donc l'Inde. L'Inde, même si nous ne publions pas encore sur l'Asie du Sud, l'Inde et le Pakistan, je pense que tôt ou tard nous le ferons parce qu'on ne peut pas ne pas s'intéresser à ce pays gigantesque qui est une démocratie. On nous en parlera un peu plus précisément dans quelques instants, en tout cas qui sort d'une élection avec plus de 600 millions d'électeurs, enfin c'est incroyable, qui se sont déplacés, enfin je crois qu'il y a même plus de 900 millions d'électeurs et 600 millions qui se sont déplacés. Bref, un pays absolument hors norme qui pèse de plus en plus et notamment qui interfère avec les enjeux qu'on a ici pour le coup l'habitude de discuter, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, l'Afrique, l'Europe, les relations avec la Russie, avec la Chine, avec les États-Unis, des sujets qui nous intéressent et qui impactent finalement notre vie de tous les jours. Et pour parler de l'Inde, eh bien, nous avons ce soir la chance d'avoir avec nous Olivier Dallage, qui est un ancien journaliste de RFI. Pour certains le connaissent par ce vecteur-là, spécialiste des questions internationales, et actuellement chercheur associé à l'IRIS, donc un think tank parisien que vous connaissez certainement, l'Institut des relations internationales et stratégiques, où il suit à la fois la péninsule arabique, qu'il a étudié longtemps, il a été longtemps en péninsule arabique, et l'Inde, le sujet d'aujourd'hui. Pays dans lequel il séjourne plusieurs mois par an. Il a publié une vingtaine de livres consacrés au Golfe Persique et à l'Inde. L'Inde, désir de puissance, chez Armand Collin. L'Inde, un géant fragile, aux éditions Erol. Et il y a quelques jours, les Indiens et leur langue, dans les éditions Bibliomonde. Olivier Dallage, donc 50 minutes à peu près d'intervention, et après on débattra sur ces sujets. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. Et merci à vous. Donc en guise d'introduction, on va peut-être parler des élections qui viennent d'avoir lieu parce que ça rebat un petit peu les cartes, ça permet aussi de savoir de quelle Inde nous parlons aujourd'hui. Les résultats ont été publiés le 4 juin. Au terme d'une très longue, je dirais pas campagne électorale, parce que c'est le processus électoral lui-même qui s'est étalé entre le 19 avril et le 1er juin, en 7 phases différentes. C'est-à-dire que ce système-là s'explique par la taille de l'Inde, c'est énorme. C'est 1,4 milliard d'habitants, dont 965 millions d'électeurs. Et pour organiser tout ça, il faut bien déplacer les forces chargées de maintien de l'ordre et de s'assurer que tout se passe bien. Mais ça crée aussi des dynamiques qui évoluent pendant ces élections. On ne parle pas de campagne électorale parce que la campagne se poursuit. De nouveaux candidats se déclarent dans des États qui n'ont pas encore voté, alors que les résultats ne sont pas connus, mais le vote a déjà eu lieu dans d'autres. Bref, le résultat est annoncé le 4 juin. Et quel est ce résultat ? Le BJP, le parti du Premier ministre sortant Narendra Modi, au pouvoir depuis 2014, est le premier parti. Mais il perd un nombre de sièges significatifs qui le fait tomber au-dessous de la majorité absolue qu'il avait depuis 2014. Depuis 2014, le BJP, en fait, à lui tout seul, avait la majorité des députés. Sur une chambre de 543 membres, il fallait en avoir 272, il n'en a que 240. Et donc, pour la première fois, Narendra Modi doit trouver des alliés. Il avait des alliés, mais il n'en avait pas besoin. Là, il en a besoin pour pouvoir être reconduit à son poste. Et le secours va venir de 2 chefs de gouvernement régionaux, puisque l'Inde est un pays fédéral, qui sont des personnalités importantes, fortes et changeantes. L'un des 2, par exemple, était l'initiateur de l'alliance de l'opposition avant qu'il change d'avis en cours de route et qui rejoigne Narendra Modi. Il est habitué des choses, c'est Nitish Kumar qui dirige le Bihar
Et l'autre, c'est le chef ministre, donc le chef du gouvernement régional de l'Andhra Pradesh, un grand État du sud-est de l'Inde. Et avec ces deux partis régionaux, ce ne sont pas des partis nationaux, et quelques autres, Narendra Modi a réussi à reconstituer une coalition, et donc il est reconduit pour la troisième fois, donc c'est son troisième mandat, et donc il est reconduit pour la deuxième fois, pardon, à la tête du gouvernement indien. Si on analyse ces élections elles-mêmes un peu plus en détail, le BJP n'a pas perdu beaucoup de voix entre 2019 et 2024, mais la répartition des voix a changé et il faut parler du mode de scrutin. Le mode de scrutin en Inde est le même que celui qui a cours au Royaume-Uni. C'est un scrutin uninominal à un seul tour, c'est-à-dire que pour être élu, il faut simplement arriver premier, et puis il n'y a pas de deuxième tour, il n'y a pas d'alliance de deuxième tour, il n'y a rien de tout ça. Et donc, si vous avez des adversaires qui sont divisés, eh bien, vous pouvez arriver à être élu avec un nombre relativement faible de pourcentage. Et là, ce qui s'est passé, c'est que contrairement à 2014 et 2019, l'opposition a réussi, pour l'essentiel, à faire une alliance électorale. Donc des partis ont renoncé à se présenter au profit d'un de leurs rivaux, de façon à empêcher, si possible, le gouvernement sortant d'être reconduit. Alors ça n'a pas entièrement marché, mais ça a quand même marché suffisamment pour que un très grand nombre de députés du BJP perdent leur place. Narendra Modi lui-même, d'ailleurs, a perdu aussi beaucoup de voix. Il a été réélu dans sa circonscription de Varanasi, Bénarès, mais avec une marge de 150 000, alors que lors du précédent vote, la marge était de 400 000. Donc on voit bien quand même qu'il y a une chute du BJP, notamment dans ses points forts, la région où on parle des langues dérivées du hindi, qu'on appelle la Hindi Belt, ici, alors même qu'il a gagné un petit peu au sud, mais pas suffisamment pour avoir plus qu'un seul élu. Et à l'arrivée, le BJP, en pourcentage, a perdu moins d'1 point par rapport à 2019. Et il a eu en voix un pourcentage plus élevé qu'en 2014 quand il a eu la majorité absolue. Mais les jeux des alliances ont fait qu'il a été à deux doigts de perdre le pouvoir. Ça veut dire aussi que Narendra Modi, qui à la fois quand il était à la tête du Gujarat, cet état du nord-est de l'Inde, et depuis 2014 au pouvoir, a toujours eu des majorités absolues, il a toujours décidé tout lui-même, il n'a jamais eu à négocier avec personne. Là, il dépend de ces deux partis capricieux pour sa majorité, et la question est de savoir s'il va devoir mettre de l'eau dans son vin et apprendre à se concerter avec des gens qui ne pensent pas exactement comme lui. Ça, l'avenir nous le dira, mais le message qui est résulté des jours qui ont suivi, c'est que c'est comme avant. Sur 72 ministres, il y en a 60 qui appartiennent au BJP. Tous les ministres importants, défense, intérieur, finances, affaires étrangères, les principaux chefs d'agences de renseignement, le Conseil national pour la sécurité, tout le monde a été reconduit. Et les ministres des partenaires qui ont rejoint le gouvernement ont des postes relativement insignifiants au bout du compte. Et Narendra Modi peut continuer comme avant tant que ses partenaires ne le lâchent pas. Et donc la grande question est de savoir jusqu'à quand ils resteront fidèles. Parce que moi je n'ai aucun doute sur le fait qu'un jour, ils vont tirer la ficelle et se rappeler au bon souvenir du Premier ministre. Pour l'instant, l'Alliance les arrange. Donc ces deux béquilles sont instables, mais elles suffisent à Narendra Modi pour être Premier ministre pour la troisième fois. Le seul qu'il avait été avant lui, c'était Nehru, le premier chef de gouvernement après l'indépendance. Et pour l'instant, Modi fait comme si rien n'avait changé. Il a été l'invité du G7, on va en parler dans quelques instants, où il est apparu comme le chef d'une démocratie qui a fonctionné, puisqu'au bout du compte, son parti a perdu des plumes, mais il a été reconduit. Et donc, on peut poursuivre comme avant. Maintenant, j'en viens au sujet proprement dit qui m'amène ici ce soir, en rappelant un petit peu les données de base et le cadre conceptuel de la puissance indienne. 1. La population indienne
a dépassé la population chinoise, officiellement depuis l'année dernière. En réalité, il n'y a pas un compteur de petits Indiens et de petits Chinois, c'est une pure projection, puisqu'en plus, il n'y a pas eu de recensement en Inde depuis 2011. Mais il ne fait pas de doute que de toute façon, au milieu des années 2020, l'Inde allait passer devant la Chine, et donc cette projection est extrêmement réaliste. La deuxième chose, c'est que l'Inde a une croissance très soutenue, en moyenne 6,5% depuis le début du siècle. L'année fiscale qui vient de se terminer, 2023-2024, a montré une croissance de 8,2% du PIB, ce qui est quand même très élevé. Ça a permis à l'Inde de passer à la 5e place devant le Royaume-Uni et la France il y a quelques années, et on s'attend à ce qu'elle passe devant l'Allemagne et le Japon d'ici la fin de la décennie, ce qui placerait l'Inde en 3e position en termes de PIB, après les États-Unis et la Chine. C'est un pays qui est extrêmement vorace en énergie pour développer sa croissance et qui dépend donc des approvisionnements qui viennent principalement du Golfe, mais aussi de Russie, mais aussi du Nigeria, de Birmanie et de quelques autres producteurs d'hydrocarbures. Si on voit la carte commun indien, et vous l'avez derrière moi, et en plus il y a un tampon disant bien que c'est une carte officielle, vous voyez que c'est une péninsule qui baigne entièrement dans la mer, l'océan Indien, mer d'Arabie à gauche, à l'ouest, golfe du Bengale à l'est, mer des lacs d'Ive tout à fait au sud, qui fait la pointe. Même si c'est pas un pays qui a une tradition maritime extrêmement développée, c'est un pays qui a des voisins difficiles. Et les deux principaux sont, la Chine et le Pakistan. Deux puissances nucléaires avec lesquelles l'Inde a fait la guerre, une fois avec la Chine et plusieurs fois avec le Pakistan. Et en plus, les deux, Pakistan et Chine, sont des alliés, donc ça simplifie pas les choses, évidemment, pour l'Inde. L'Inde a une tradition culturelle des relations internationales qui prédate les invasions européennes et musulmanes. C'est un conseiller de l'empereur Chandragupta au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelait Kautilya, qu'on connaît aussi sous le nom de Chanakya, qui a inventé une théorie qu'on appelle la théorie du mandala. Mandala, ça veut dire cercle en sanskrit. Et donc vous imaginez des cercles concentriques. Bon, l'idée elle-même est pas extrêmement originale, mais appliquée à la politique internationale très systématiquement par les Indiens, elle donne une clé, c'est mon voisin est potentiellement un ennemi, donc il faut que je me fasse un ami du voisin de mon ennemi. Et donc, chaque cercle successif fait alterner amis, ennemis, alliances de revers, etc. Ça marche assez bien pour expliquer le fonctionnement de la diplomatie indienne. Alors évidemment, comme les cartes ne sont pas exactement des motifs géométriques parfaits, on trouvera toujours des exceptions, mais ça explique pourquoi il y a des alliances ou en tout cas des proximités qui peuvent surprendre. Par exemple, la proximité entre l'Inde, à majorité hindoue, et l'Afghanistan, entièrement musulman. Et on pourrait penser que ça a changé avec la chute du régime qui était en place sous l'assaut des talibans. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui encore, l'Inde, qui a été prise par surprise, essaye de se rabibocher avec les talibans, parce qu'il y a pire que les talibans, c'est les Pakistanais. Ça explique aussi, pour la même raison, les très bonnes relations qu'il y a entre cette Inde majoritairement hindoue et la République islamique d'Iran, qui s'explique aussi par une culture partagée, puisque la culture indienne et la culture iranienne partagent un grand nombre de choses en commun à travers les siècles. Ça explique pourquoi cette même Inde hindoue est si proche des monarchies arabes du Golfe. C'est tout simplement parce que les monarchies arabes du Golfe étaient l'un des principaux soutiens du Pakistan et qu'elles ne le sont plus. Donc ça n'a pas trop si mal marché. Et avec le Vietnam, parce que le Vietnam a des relations qui sont plutôt malaisées avec la Chine et ça arrange bien les Indiens qui ont les mêmes, etc., etc. Pour concevoir également les relations diplomatiques de l'Inde, il faut imaginer le drapeau indien. Alors je ne l'ai pas sous la main, mais vous voyez qu'au milieu, il y a la chakra d'Ashoka, c'est-à-dire ce motif de l'empereur Ashoka, où on pourrait également imaginer une roue de bicyclette avec des rayons qui partent du moyeu. Et donc les relations des pays étrangers avec l'Inde, c'est tous les points aboutissants des rayons qui se rejoignent tous au centre. Le centre, c'est l'Inde. Et surtout, ces rayons n'ont aucun rapport les uns avec les autres.
L'idée est d'avoir de bonnes relations avec le plus de pays possible et de surtout pas se mêler des différends qu'il pourrait y avoir entre ces pays mêmes. Ça explique aussi pourquoi l'Inde, qui aurait tous les atouts pour être un médiateur de premier plan, est complètement absente du marché de la médiation, parce que quand on se met à faire de la médiation, on risque de fâcher les pays entre lesquels on veut s'instituer comme médiateur. Et l'Inde ne comprendrait absolument pas pourquoi un pays lui reprocherait d'avoir de bonnes relations avec un autre pays avec lequel le pays a de mauvaises relations. Parce que c'est une affaire strictement bilatérale. À noter quand même que du point de vue indien, c'est pas entièrement réciproque, parce que l'Inde examine de très très près les relations que les différents pays de la planète peuvent avoir avec le Pakistan ou avec la Chine. Donc vous voyez, les limites de ce mode de raisonnement, c'est pas entièrement réciproque. Un autre élément fondamental de la diplomatie indienne, et ça depuis l'indépendance de l'Inde en 1947, c'est l'autonomie stratégique. Une notion qui ne sera pas étrangère au raisonnement français, et qui a été mise en avant par le premier chef du gouvernement indien, Jawaharlal Nehru, qui est également l'un des pères du non-alignement, avec Sukarno d'Indonésie, avec Nasser l'Égyptien, avec Tito de Yougoslavie. Et ce non-alignement mis en place par les dirigeants de cette époque doit se comprendre dans le contexte bipolaire de l'opposition entre les États-Unis et leurs alliés occidentaux et l'URSS et leurs alliés non seulement en Europe de l'Est, mais également en Extrême-Orient. Ce rassemblement qui était très hétérogène, puisque le mouvement des non-alignés comprenait des pays à la politique très très différente, avait en commun de refuser l'hégémonie des super grands et une vision un petit peu idéaliste d'une troisième voie, et surtout, en tout cas du point de vue indien, d'un refus des alliances. La notion d'alliance est totalement étrangère à la pensée stratégique indienne. Parce qu'une alliance, ça implique des obligations systématiques. Un pays tiers fait quelque chose à un des alliés, ça oblige ses alliés à intervenir à ses côtés. Et ça, l'Inde ne veut absolument pas se sentir obligée par qui que ce soit. Si vous avez lu les histoires comme ça de Rudyard Kipling, vous vous rappelez peut-être une nouvelle qui s'appelait « Le chat qui s'en va tout seul ». Eh bien, la devise du chat qui s'en va tout seul, c'est « Je suis le chat qui s'en va tout seul et tout lieu se valent pour moi ». C'est un chat, quoi. Personne ne peut lui dire ce qu'il doit faire. L'Inde, c'est un petit peu ça aussi. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se voit. Et c'est pour ça qu'elle refuse d'entrer dans des alliances formelles. Il y a quand même eu une quasi-alliance avec l'URSS par le traité d'amitié signé en août 71 par Indira Gandhi avec l'Union soviétique. Mais ça lui a permis, cette alliance de revers, face au Pakistan et à la Chine, et qui était soutenue à l'époque par les États-Unis. Et ça a permis à Indira Gandhi de s'impliquer complètement dans la guerre d'indépendance du Bangladesh en écrasant les armées pakistanaises, les Américains et les Britanniques et les Chinois hésitant à aller très loin dans la mesure où le soutien soviétique leur semblait acquis pour l'Inde. Et donc, de ce point de vue-là, c'était une très bonne opération qui a été faite, même si le non-alignement en a un petit peu souffert. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de non-alignement, parce que le mouvement des non-alignés est un petit peu moribond, et parce que l'Inde s'en désintéresse complètement. À la place, le ministre des Affaires étrangères actuel, Jaishankar, a théorisé ce qu'il a appelé le multi-alignement, qui consiste à prendre un petit peu à droite, à gauche, partout où ça nous intéresse. Alors, dans sa théorisation qu'il a rendue publique en publiant 2 livres, c'est assez rare qu'un ministre des Affaires étrangères publie des livres sur sa diplomatie alors qu'il est encore en fonction. Jaishankar en a publié 2. Donc il explique et il justifie la politique menée depuis 2014. Et pour lui, le non-alignement, c'était une politique de faible qui ne pouvait pas faire grand-chose, alors que le multi-alignement consiste à activement profiter des faiblesses des différents pays pour pousser à son avantage les intérêts indiens. Évidemment, c'est difficile de faire parler les morts, mais on peut penser que Nehru, s'il était encore vivant, se retrouverait très bien dans le multi-alignement, parce que on est sorti de la bipolarité dans les années 90, et maintenant, ça permet beaucoup plus facilement à l'Inde de picorer à droite à gauche sans être entraîné dans des conséquences dramatiques.
Donc pour Jaishankar, l'Inde doit explorer, reconnaître le changement actuel pour explorer les opportunités. Les mauvaises langues pourraient dire que c'est pas seulement les opportunités, c'est de l'opportunisme, parce que on va avec qui on veut, quand on veut, sans en subir les conséquences. Ça marche assez bien. On l'a vu après l'intervention russe en Ukraine en 2022, où malgré les critiques des Occidentaux, l'Inde a tenu bon et a refusé obstinément de condamner l'intervention russe, tout en réaffirmant sa confiance dans la Charte des Nations Unies et le respect des frontières. Alors chacun pouvait s'y retrouver. Et la Russie, qui avait du mal à écouler son pétrole, l'a vendu à prix bradé à l'Inde, qui l'a raffiné à prix cassé avant de le revendre aux Européens qui boycottaient le pétrole russe, sauf celui qui était raffiné par les Indiens. Donc chacun s'y retrouvait plus ou moins, si on n'allait pas regarder trop loin les principes. Si on veut être positif du côté indien, on s'imagine la statue de Shiva avec ses multiples bras, et tous ces bras agissent de façon différente, mais coordonnée par un cerveau unique, et les contradictions sont parfaitement maîtrisées et assumées dans la mesure où elles ne viennent pas contrarier les intérêts indiens. Et c'est là quand même qu'on peut se dire qu'il y a des limites à ce multi-alignement, parce que, on va en parler dans quelques instants, les intérêts indiens évoluent aussi au gré de l'évolution des relations internationales, et l'Inde ne maîtrise pas tout, bien évidemment, personne ne maîtrise rien en fait. Enfin, pas tout en tout cas. Et de ce point de vue-là, on disait que le multi-alignement avait remplacé progressivement, sans qu'il y ait un acte de décès formel du non-alignement, ce même non-alignement, parce qu'on était passé de la bipolarité à la multipolarité. Sauf qu'actuellement, on assiste plutôt à une tendance inverse avec le bloc sino-russe, qui a remplacé le bloc sino-soviétique des années 50-60, avant la rupture, face à un bloc occidental, et tout ça étant autour de l'affaire ukrainienne, mais pas uniquement. Et ça limite les marges de manœuvre dont dispose l'Inde pour jouer sur tous les tableaux, parce que malgré tout, l'Inde a un besoin croissant des Occidentaux, et on va en parler maintenant. Avant ça, la vision de l'ordre régional et mondial par les Indiens. L'Inde répète que la politique commence à ses frontières, c'est ce que disent tous les pays, et la politique de voisinage est la clé du succès de la politique étrangère indienne. Et c'est justement la partie qui marche pas très bien. On voit bien que les relations sont pas bonnes avec le Pakistan et avec la Chine. Mais en fait, avec les pays voisins, hormis le Bangladesh, il y a des hauts et il y a des bas. Les pays voisins se sentent souvent un petit peu traités de haut, avec condescendance par l'Inde, qui voit ces pays voisins, que ce soit le Népal, le Bhoutan, le Sri Lanka, les Maldives, comme des petits frères ou des petites sœurs, et qui cherchent à limiter les moyens, la liberté d'action de ces petits voisins, notamment en ce qui concerne la Chine. Or, les mieux disposés de ces petits voisins vivent assez mal qu'on leur interdise les opportunités économiques que représentent de bonnes relations avec la Chine, et notamment la participation aux routes de la soie que l'Inde a décidé de boycotter, mais pas ses voisins. Et si on prend deux pays en particulier, le Sri Lanka et les Maldives, il y a une alternance politique avec un balancier selon les élections, entre des pro-chinois et des pro-indiens. Et donc tout ce que les premiers ont fait, les suivants vont le défaire, et ainsi de suite. Quant au Népal, eh bien, l'Inde n'arrête pas de s'ingérer dans le fonctionnement interne des institutions népalaises, même quand il y a des gouvernements qui sont très favorables à l'Inde. Et quand ça n'est pas le cas, elle prend des sanctions en bloquant les frontières. Et donc, elle ne se fait pas nécessairement que des amis chez ses petits voisins. Et ça complique quand même beaucoup les choses pour bien fonctionner à l'international. En ce qui concerne le multilatéralisme, on pourrait penser que l'Inde est faite pour le multilatéralisme. En fait, pas tellement. Ou en tout cas pas autant qu'on pourrait l'imaginer, parce que d'une part, elle manque de diplomates. L'Inde n'a qu'un millier de diplomates, c'est-à-dire à peu près autant que Singapour ou les Pays-Bas, 6 fois moins que l'Allemagne, alors qu'on parle quand même d'un pays qui fait
1,4 milliard et bientôt 1,5 milliard et qui ambitionne un siège permanent au Conseil de sécurité. Et ça lui permet pas d'être présente dans toutes les organisations internationales où il faut faire avancer les intérêts indiens. Ça, c'est un premier. La deuxième chose, c'est que l'ordre international actuel est très largement dérivé de celui qui a été imposé par les puissances occidentales en 1945 et dans les années qui ont suivi, à une époque où l'Inde, nouvellement indépendante, était très pauvre et très dépendante du reste du monde. Et donc, c'est un ordre international qui lui est assez défavorable. Et elle aimerait bien donner un coup de pied dans la table pour qu'on remette tout en cause. C'est ce qu'a failli faire Trump en 2016 avec la secrète satisfaction des Indiens, mais ça s'est pas fait. Et donc, la frustration de ne pas être membre du Conseil de sécurité est toujours là. Et elle s'exprime de plus en plus forte, sans que ça change pour le moment grand-chose. Il est question d'envisager un statut de membre permanent sans droit de veto, mais en fait, les intérêts de ceux qui sont déjà en place sont tels que pour l'instant, c'est le blocage qui prédomine. Donc, à défaut d'être très active au plan global, même si l'Inde l'est dans les forces de maintien de la paix, comme d'ailleurs d'autres pays du sous-continent, c'est intéressant de voir que le Pakistan, le Népal, le Sri Lanka, le Bhoutan, le Bangladesh et l'Inde figurent parmi les pays les mieux représentés dans les forces de maintien de la paix, les fameux casques bleus. Mais sinon, l'Inde est beaucoup plus à l'aise dans les organisations thématiques, soit régionales, soit purement thématiques. Donc, on parle des BRICS, qui rassemblent les puissances émergentes, qui, dit-on, n'ont pas grand-chose en commun, mais elles ont en commun de vouloir remettre en cause cet ordre établi. Donc, le B pour Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. L'Organisation de coopération de Shanghai, ce qu'on appelait autrefois le groupe de Shanghai, qui a été créé par la Chine, mais qui s'est beaucoup étendu, et notamment aux républiques d'Asie centrale, et où, sur intervention de la Russie, ont été admis à la fois l'Inde et le Pakistan il y a quelques années. L'ASEAN, l'association des pays du sud-est asiatique, dont l'Inde est un membre associé depuis maintenant un certain nombre d'années, et elle a beaucoup en commun avec des pays de l'ASEAN comme la Thaïlande, le Japon, Singapour, le Vietnam. Le G20. Le G20 a été sous présidence indienne en 2023, et pendant une année, l'Inde n'a parlé que du G20. Il y avait les portraits de Modi dans toutes les rues des grandes villes, sur les routes de campagne, les slogans du G20 avec le slogan qu'ils avaient choisi, une planète, une famille, un avenir. Et le sommet de New Delhi qui était mal parti parce que les désaccords entre les pays occidentaux et le reste du G20 sur l'Ukraine risquaient de faire tout capoter. Finalement, ça a été un succès. Et bien entendu, l'Inde s'en est attribué, pas entièrement à tort d'ailleurs, la paternité. Les pays riverains de l'océan Indien, dont d'ailleurs fait partie la France, le Quad, c'est-à-dire le dialogue quadrilatéral qui associe le Japon, l'Australie, les États-Unis et l'Inde, dans le Pacifique, que les mauvaises langues appellent une OTAN du Pacifique, ce que rejette absolument l'Inde, qui dit non, c'est juste un dialogue... Enfin, il y a des manœuvres navales communes, et très clairement, les Chinois ne s'y trompent pas. Le Quad du Moyen-Orient, cette fois, c'est Israël, les États-Unis, les Émirats arabes unis et l'Inde. Et même la trilatérale du Moyen-Orient avec la France, les Émirats arabes unis et l'Inde. Donc vous imaginez le gouvernement indien devant une grande cuisinière avec une gazinière, avec des feux, et selon ce qui marche ou ce qui marche pas, on pousse les feux ou on les met en veilleuse. Donc maintenant le G20 est en veilleuse puisque ça n'est plus l'Inde qui le préside, c'est le Brésil, mais en revanche on pousse d'autres organismes. Et le G7 dont ne fait pas partie l'Inde, mais où elle est invitée depuis 11 ans chaque année, et elle pèse sur les discussions. Aussitôt les élections terminées, Narendra Modi s'est envolé pour l'Italie où se tenait le sommet du G7. Alors on pourrait penser que, après un résultat mitigé, il aurait fait mauvaise figure. Mais imaginez Narendra Modi qui arrive au G7 après ces élections. Qui est-ce qu'il rencontre? Il rencontre Emmanuel Macron, dont les résultats électoraux aux européennes ne sont pas extraordinaires pour son parti. Olaf Scholz, exactement la même chose.
Rishi Sunak qui va perdre sévèrement aux prochaines élections dans quelques jours, Joe Biden dont l'avenir n'est pas garanti à la Maison-Blanche après les élections de novembre. Bon, Meloni, ça a bien fonctionné. Et donc, il peut dire, vous voyez, la démocratie qui est mise en cause en Inde par tant de gens, elle a fonctionné, la preuve. Mon parti a perdu, je suis reconduit, mais vous voyez que ça s'est bien passé. Et personne ne peut lui dire le contraire. Parmi les nouvelles orientations dont l'Inde tire fierté, il y a l'annonce qui a été faite au G20 de ce fameux corridor Inde, Moyen-Orient, Europe. Le sigle en anglais, c'est IMEC, India, Middle East, Europe Corridor. 4800 km de routes maritimes, de routes ferroviaires, de routes terrestres, qui, en partant de Bombay, en arrivant aux Émirats Arabes Unis, chemin de fer à travers l'Arabie Saoudite et la Jordanie vers un port, vers le port de Haïfa en Israël, dont le développement a justement été confié à un magnat indien très proche de Narendra Modi, Adani. Et puis, à nouveau, la mer pour le port du Pirée, puis de là, la route et le chemin de fer vers l'Allemagne, la Pologne, la France et d'autres pays, l'Italie, d'autres pays européens. Ça s'appuie sur des segments existants, donc il n'y a pas grand-chose à construire, mais il y a quand même encore beaucoup à construire, notamment le chemin de fer en Arabie Saoudite et quelques autres développements, des projets colossaux, très futuristes sur un Internet et un partage de données. Le problème, c'est que tout ça a été annoncé en septembre, au sommet du G20, que les participants devaient se retrouver dans les 6 mois pour annoncer des choses plus précises. Et vous savez tous ce qui s'est passé le 7 octobre avec l'éclatement du conflit à Gaza, suivi au mois de novembre par l'intervention des Houthis yéménites qui ont commencé à s'en prendre aux navires passant par la mer Rouge et le canal de Suez. Et le problème de IMEC, c'est que c'est un projet magnifique sur le papier. Vous voyez, on ne voit pas plus loin que l'océan Indien, mais vous imaginez sans peine ce parcours. Mais il y a 2 présupposés majeurs, des investissements colossaux qui n'ont jamais été détaillés, et on parle de centaines de milliards de dollars, et la paix au Moyen-Orient. Et là, c'est pas gagné pour tout de suite. Et même pour plus tard, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. Donc, pour l'instant, on est quand même sur beaucoup de virtuel, et en sachant que ce qui détermine aujourd'hui les principaux choix de l'Inde, c'est l'éléphant dans la pièce dont on parle le moins possible, mais auquel on pense tout le temps, c'est la Chine. Et la relation de l'Inde avec la Chine, comment on peut la définir? On peut la définir par un triptyque. Hostilité. Il n'y a pas de doute, il y a une hostilité, y compris par des escarmouches d'ordre militaire. Rivalité, une rivalité d'influence, on va y revenir. Et une coopération. Et ça, c'est moins évident, mais elle est réelle et elle ne fait que progresser. Donc l'hostilité, il y a eu la guerre de 62, l'humiliation de l'Inde, la remise en cause par la Chine des frontières héritées, la fameuse ligne McMahon, et puis même les frontières de ce qu'on appelle la ligne de contrôle effectif, qui a suivi la guerre de 62. Aujourd'hui, l'Inde, comme d'autres pays de la région, voit avec inquiétude les Chinois publier des cartes dans lesquels des bouts entiers de son territoire, et un État entier, en l'occurrence l'Himachal Pradesh, mais d'autres régions, reçoivent des noms chinois. Depuis le face-à-face de Doklam en 2017, près du Bhoutan, et puis les affrontements de 2020 qui ont fait des morts. Il y a une vingtaine de soldats indiens qui ont laissé la vie, et un nombre inconnu de soldats chinois. Les Chinois, un petit peu comme dans le roman de Dino Buzzati, Le désert des Tartares, ils avancent, et puis ils ne se contentent pas d'avancer, ils construisent. Ils construisent des routes, ils construisent des baraquements, ils patrouillent dans des zones qui étaient autrefois le no man's land, et maintenant dans ce que les Indiens considèrent comme leur territoire. Il semble, d'après les cartes, les photos satellites rendues publiques par des organismes commerciaux, qui sont donc disponibles, que entre 1000 et 2000 km² de territoire indien dans le Ladakh aient été perdus au profit des Chinois. Ce que le gouvernement indien refuse d'admettre, puisqu'il répète que
pas un seul pouce carré de territoire indien n'a été abandonné, mais dans un accès de candeur, de spontanéité, de sincérité, de franchise, d'opération vérité, vous appelez ça comme vous voulez. Le ministre des Affaires étrangères, Ajay Shankar, il y a quelques mois, disait clairement que les options ne sont pas infinies pour l'Inde. Soyons clairs, l'Inde n'a pas les moyens, ni financiers, ni militaires, de faire la guerre à la Chine. Donc, la réponse, elle ne peut pas être celle-là. Elle ne peut être que dans les rapports de plus en plus étroits avec d'autres pays également rivaux de la Chine. Si vous regardez maintenant le pourtour maritime de l'Inde, la Chine a développé un chapelet de bases navales ou de facilités commerciales ou militaires, enfin à usage interchangeable, chez pratiquement tous les voisins de l'Inde. Le Bangladesh, le Sri Lanka, le Pakistan. Alors les Maldives, quand ce sont, comme actuellement, des dirigeants qui sont hostiles à l'Inde et favorables à la Chine. Après, quand c'est le contraire, on inverse et ce sont des soldats indiens qui viennent s'installer. Mais cette stratégie-là, les Indiens l'ont appelée après, je crois que c'est un chercheur américain qui avait trouvé la formule au début des années 2000, le collier de perles. C'est un collier de perles qui enserre le cou de l'Inde, qui répond en nature, en développant son partenariat avec des pays qui se méfient de la Chine, voire qui lui sont carrément hostiles. Et donc on est vraiment dans un jeu de go au sens littéral du terme, chacun essayant d'encercler les autres. Ça, c'est l'hostilité. Mais aussi des raisons de coopérer pour les Chinois et les Indiens. D'abord, on en parlait tout à l'heure, la remise en cause de l'ordre international issu de la Seconde Guerre mondiale, et notamment de la prééminence des États-Unis et de ses alliés occidentaux. Et officiellement, tous les deux, Chine et Inde, sont pour un monde multipolaire. En pratique, c'est forcément le plus fort qui a tendance à oublier le multipolaire pour il se voit déjà dans le duopole, et la Chine, aujourd'hui, parle beaucoup moins de multipolarité et se voit comme l'alter ego, et plus tard, d'ailleurs, celle qui remplacera les États-Unis comme puissance dominante. Dans les organisations multilatérales, comme l'OCS, comme le BRICS, les deux coopèrent pour remettre en cause ce monopole, ou en tout cas cette domination occidentale. Et puis, en matière d'environnement, l'Inde, comme la Chine, sont des puissances émergentes, ou émergées, comme vous voudrez, mais en tout cas, qui consomment beaucoup, qui produisent beaucoup de polluants, qui sont de gros pollueurs, et qui n'acceptent pas que les Occidentaux, qui ont pollué pendant un siècle et demi, viennent leur dire maintenant vous arrêtez au nom de l'écologie de la planète. Ils disent ben non, nous on se développe maintenant et on consomme encore beaucoup moins que vous. La fonte des glaciers. L'Himalaya, elles fondent pas simplement d'un seul côté, les glaciers fondent des deux côtés. Donc ces conséquences du réchauffement climatique impactent de façon similaire l'Inde et la Chine, et le besoin de coopération est tout à fait important. Et le commerce. C'est vrai que, en raison des tensions politiques et militaires, l'Inde a imposé des embargos commerciaux sur un certain nombre de sociétés chinoises. Ça n'a pas empêché le commerce de croître. Et d'une année fiscale sur l'autre, entre 2022 et 2023, année fiscale, et 2023-2024, puisque l'année fiscale va du 1er avril au 31 mars, le commerce entre la Chine et l'Inde est passé de mémoire de 88 milliards de dollars à 113 milliards. Donc en tout cas, ça n'a pas tout à fait doublé, mais en tout cas, ça ne fait que croître. Et ça, quand vous avez une imbrication pareille des économies, ça complique l'hostilité. C'est peut-être une bonne chose. En tout cas, c'est le cas. Et la rivalité. Bah oui, le 21e siècle sera le siècle de l'Asie, tous les deux l'ont répété, mais enfin, il y en a un qui pense que ce sera le siècle de la Chine et l'autre pense que ce sera le siècle de l'Inde. Et sur le sud global, puisque c'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui ce qu'on appelait autrefois les pays en voie de développement, l'Inde et la Chine sont en rivalité pour représenter et porter la parole de ce sud global. C'est ce que l'Inde a fait durant sa présidence du G20 en 2023, mais la Chine, au sommet des BRICS, en août 23, a présidé, même si ça s'est tenu en Afrique du Sud, a été largement le moteur de l'élargissement des BRICS
à toute une série d'autres pays. Il va falloir trouver un nouvel acronyme pour les BRICS. Mais maintenant, vous y avez l'Arabie Saoudite, vous avez l'Iran, vous auriez l'Argentine si le nouveau président n'avait pas choisi d'en rester à l'écart, les Émirats Arabes Unis et quelques autres. Ce qui dilue l'influence indienne. Et ça, c'est une opération chinoise très réussie. Mais l'Afrique du Sud n'a pas dit son dernier mot parce que, à sa manière, elle porte aussi la parole du Sud global avec l'initiative qu'elle a prise à la Cour pénale internationale dans l'affaire du conflit de Gaza. Et ça, ni les Indiens ni les Chinois n'avaient vu venir, ou en tout cas, ils ont laissé faire, et ils se sont fait prendre de vitesse. Alors, maintenant, on va voir les relations avec la Russie, qui sont particulières, et avec l'Occident. La Russie, c'est l'allié des temps difficiles. Il y a un continuum soviéto-russe dans l'esprit des Indiens. L'opinion indienne est très majoritairement favorable à la Russie, et ça, toutes opinions confondues pour des raisons très différentes. Il y en a en souvenir du soutien russe, à l'Inde face aux États-Unis et à la Chine. Il y en a d'autres qui voient encore dans la Russie le continuateur de ce qu'a été l'Union soviétique et sa politique dans le tiers-monde. C'est le principal fournisseur d'armes. À peu près 60% des armements lourds de l'Inde sont fournis, sont du stock qui vient de l'Union soviétique et puis de la Russie. L'Inde n'avait pas condamné l'intervention soviétique en Afghanistan en 1979. Elle n'a pas condamné l'annexion de la Crimée en 2014 et elle n'a pas condamné l'invasion russe en février 2022 en Ukraine. Je parlais des armes. Elle continue d'acheter des armes, même nouvelles, y compris les fameux S-400, le système d'armement anti-aérien, malgré l'hostilité énoncée fermement par les États-Unis. Ça n'a pas impressionné les Indiens qui finalement n'ont pas eu de sanctions, contrairement aux menaces. Cela dit, quand on parle des armes russes, on parle de quoi? On parle de chars, on parle d'avions, et il n'a pas échappé aux Indiens qu'en Ukraine, les chars ont eu des performances discutables, que les avions commencent à être un petit peu vieillots et certains ont une certaine tendance à s'écraser trop facilement. Et il est clair que l'Inde cherche à élargir, elle a déjà commencé à le faire, en allant prospecter du côté des Américains, des Français, des Israéliens, entre autres, et d'autres également, des Italiens et quelques autres. Mais, encore une fois, elle n'a pas condamné l'intervention russe pour des raisons d'ADN diplomatique et aussi de pur opportunisme. Parce que condamner la Russie, outre le fait que ça irait à l'encontre de l'opinion publique, encore une fois, tout parti confondu, ça priverait l'Inde de marge de manœuvre face à l'Occident. Tant que l'Inde peut se faire désirer, elle peut faire monter les enchères. Si elle se rallie à l'Occident, qu'est-ce qui lui reste comme marge de manœuvre? Deuxièmement, la Russie qui ne pouvait plus vendre son pétrole aux Occidentaux, on l'a dit tout à l'heure, l'a vendu au rabais aux Indiens, et vous connaissez le circuit. Ça, dans la mesure où l'Inde connaît une inflation qui est un vrai problème pour la population, et c'est aussi un problème politique pour le gouvernement, le prix du carburant à la pompe, c'est pas un élément secondaire non plus. Donc tous ces paramètres-là ont joué. Et comme 2 ans plus tard, le succès de l'Ukraine face à la Russie ne saute pas aux yeux pour tout le monde, l'Inde trouve raison de dire aux Occidentaux, vous nous avez critiqué, mais regardez où on en est maintenant. C'est pas nécessairement nous qui avons eu tort. En tout cas, il n'y a pas eu cette victoire éclair de l'Ukraine qui aurait compliqué les explications du point de vue indien. L'Occident, c'est plus compliqué, mais c'est une affaire qui est en plein développement. L'Occident, c'est quoi? C'est d'un côté les anciennes puissances coloniales, et de l'autre, c'est l'ancienne puissance impérialiste qui soutenait le Pakistan au nom de la lutte contre le communisme et qui donc laissait tomber l'Inde. Il y a eu une ouverture progressive depuis 1991, c'est-à-dire depuis l'ouverture économique, financière et économique de l'Inde, la libéralisation, mais ça a été beaucoup plus rapide après. Il faut dire que la présidence Clinton a changé radicalement les choses. Autant il avait condamné les essais nucléaires indiens en 1998, contrairement à la France.
mais il s'est ravisé assez rapidement. Et en 2000, il a fait une visite de 5 jours en Inde, qu'il a poursuivi par une visite de 5 heures au Pakistan. Et le message est parfaitement passé. Et donc, Clinton ayant un certain talent pour l'empathie avec les personnes qu'il rencontre, il a réussi à convaincre les Indiens que les États-Unis n'étaient plus un adversaire, bien au contraire, et misaient sur, notamment dans le cadre du développement des nouvelles technologies, sur la mondialisation. Et tout le monde a entendu parler de ces centres d'appel, de ces centres informatiques à Bangalore, Hyderabad et ailleurs. Il y a aussi l'influence de la diaspora indienne ou d'origine indienne aux États-Unis et au Royaume-Uni qui réussit bien dans les nouvelles technologies, dans les secteurs comme la médecine et même dans la politique, puisque maintenant vous avez un grand nombre de politiciens au Royaume-Uni et aux États-Unis qui sont d'origine indienne et qui n'ont pas coupé avec leur pays d'origine. Et donc, ce sont des ambassadeurs de l'influence indienne. Le soft power indien passe aussi par cette diaspora. Et ça s'est vérifié du temps du gouvernement de Manmohan Singh, donc Premier ministre du Congrès de 2004 à 2014, et bien davantage encore depuis 2014 avec Narendra Modi, qui partout où il va, que ce soit en Australie, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit aux Émirats arabes unis ou aux États-Unis, organise de grands rassemblements avec la diaspora indienne, à la gloire de l'Inde, à la gloire des relations entre le pays et l'Inde, et quelquefois aussi à sa gloire à lui. Et ça a beaucoup contribué à cette influence de l'Inde dans ces pays occidentaux, et en retour au sentiment en Inde que l'Occident pouvait être un atout. Bien entendu, du point de vue américain, l'Inde, et pas seulement américain, est un contrepoids maintenant indispensable face au poids, à l'hégémonie chinoise et aux risques militaires que la Chine peut faire peser à l'encontre de ses voisins immédiats et même un peu plus lointains. L'Inde pense exactement la même chose, mais elle le dit moins. Pour des raisons qui tiennent à leur caractère et à leur politique, les relations étaient excellentes entre Narendra Modi et Trump. Obama n'a pas été en poste assez longtemps après l'élection de Modi pour qu'elle soit très étroite, mais ça n'avait pas très bien commencé. Cela étant, après la défaite de Trump, Modi n'a eu aucun problème à reporter cette affection pour Biden, et n'ayez aucun doute que si Trump est élu en novembre prochain, ce sera à nouveau Trump. C'est des intérêts tout à fait... c'est de la réelle politique, quoi. Enfin, c'est des intérêts bien compris. C'est un mariage de raisons. Après, le département d'État publie régulièrement des rapports très critiques sur la situation intérieure en Inde, qui entraînent des réactions courroucées de la part du gouvernement indien. Il y a eu récemment une affaire quand même qui a un petit peu mis les bâtons dans les roues. C'est... l'acte d'accusation émis en novembre dernier par le département d'État, par le département de la justice américain à l'encontre d'un ressortissant indien pour une tentative d'assassinat contre un Américain d'origine indienne, un séparatiste sikh, qui s'appelle Panoun, qui aurait dû être assassiné en juin, mais l'Indien qui a été inculpé a confié l'assassinat à un membre de la pègre qui se trouvait être un agent infiltré du FBI. C'est comme ça qu'il s'est fait prendre. Et l'acte d'accusation met en cause les services de renseignement indiens. Comme peu de temps avant, un Canadien, cette fois, d'origine sikh également, a lui été assassiné pour de bon en juin à Vancouver. Le gouvernement canadien avait mis en cause les services secrets indiens. Et là, ça s'était très mal passé. Les Indiens avaient réagi avec véhémence. Ils ne l'ont pas fait avec les États-Unis. Or, il n'y a aucun doute que les deux affaires sont liées et que les services secrets canadiens, américains, australiens, néo-zélandais et britanniques ont coopéré, notamment dans les interceptions de conversations de diplomates et d'agents indiens. Et donc, ça complique un peu sérieusement les choses. Ça explique aussi probablement pourquoi Biden, qui avait été invité à la fête de la République en janvier dernier,
a finalement décliné l'invitation. C'est Emmanuel Macron qui l'a remplacé au pied levé, parce que probablement en pleine campagne électorale, ça aurait fait mauvais effet aux États-Unis d'être côte à côte avec la personne qui possiblement, ça n'est pas encore prouvé, aurait approuvé une tentative d'assassinat contre un ressortissant américain. Depuis, les relations entre les États-Unis et l'Inde évoluent sur deux réseaux parallèles, parallèles au sens mathématique, c'est-à-dire que ça ne se rencontre pas. D'un côté, il y a les critiques américaines sur les façons de faire de l'Inde et les exigences que l'Inde rende des comptes, et de l'autre, il y a les dirigeants diplomatiques stratégiques comme le Conseil national de sécurité américain et son équivalent indien, qui se rencontrent régulièrement et qui disent que tout va bien entre eux et que rien ne pourrait mettre la coopération stratégique en péril. La France, j'en ai brièvement parlé, donc Emmanuel Macron a remplacé au pied levé le président américain. Il a reçu un accueil extrêmement chaleureux des médias indiens et du Premier ministre. Ça intervenait 6 mois après la visite d'État de Narendra Modi en France à l'occasion du 14 juillet, qui avait également donné lieu à un déploiement de FAST qui avait été noté notamment par les médias indiens. C'est la réaffirmation d'un partenariat stratégique qui a été formalisé en 1998, mais qui remonte à beaucoup plus loin. Donc, les premiers avions militaires, avions de guerre, ont été livrés par la France à l'Inde dans les années 50. C'était les ouragans. Dans les années 80, François Mitterrand a donné son accord à la livraison de Mirage 2000. Il y avait l'année de l'Inde en France, l'année de la France en Inde. Et puis, en 2017, François Hollande a débloqué la livraison de Rafale à l'Inde. Nouvelle livraison confirmée à l'occasion de la visite de Modi l'année dernière, et à nouveau quand Emmanuel Macron est allé en Inde en janvier dernier. Puis il y a les sous-marins Scorpène, fabriqués à Bombay sous licence française, et puis il y a de nouvelles commandes. En 2018, lors de sa visite officielle, Emmanuel Macron avait officiellement reconduit le partenariat stratégique et ouvert les bases militaires, les bases navales françaises de l'océan Indien à la marine indienne. Abu Dhabi, enfin c'est pas l'océan Indien, mais c'est une extension, c'est le Golfe Persique. La Réunion, Djibouti. Djibouti, c'est pas rien, parce que la France et les États-Unis ont des bases navales, mais la Chine en a maintenant aussi. L'Inde n'en a pas. Donc le fait de pouvoir utiliser les facilités françaises remet un petit peu les choses au niveau. Et puis, il y a une coopération spatiale qui remonte au tout début de l'activité spatiale de l'Inde, au début des années 60, mais qui a été confirmée pour les années à venir. Et la projection d'un partenariat, d'une route, comment on appelle ça, une feuille de route stratégique jusqu'en 2047, qui est une feuille de route un petit peu cadre. Maintenant, il faut la nourrir. Donc, il n'y a pas encore beaucoup de contenu, à part ce qu'on a déjà annoncé. Mais ce qui est vrai, en tout cas, c'est que, aussi bien côté indien que côté français, au-delà des discours un peu grandiloquents, il y a une volonté partagée qui est très réelle de continuer. Parce qu'en fait, c'est l'intérêt bien compris de deux puissances moyennes qui, en travaillant ensemble, peuvent avoir une influence dépassant un petit peu ce que serait leur influence séparée si elles ne travaillaient pas ensemble. Quand je dis deux puissances moyennes, il est clair qu'il y en a une qui est plutôt en phase ascendante et l'autre qui suit un peu le chemin inverse. Mais elles ont intérêt, toutes les deux, à travailler ensemble, c'est ce qu'elles font. Et je pense que, au-delà de la langue de bois, de ce qu'on entend généralement dans les discours diplomatiques, il y a derrière quand même un contenu un peu réel. Il y a autre chose qui plaît beaucoup chez les Français, chez les Français pour les Indiens, c'est que, contrairement notamment aux États-Unis, il n'y a pas de... Même si la France est habituellement une donneuse de leçons, elle ne le fait pas trop sur les droits de l'homme en Inde, contrairement aux Américains, et c'est fortement apprécié des autorités actuelles. Et enfin, une conception de l'autonomie stratégique qui fait partie de la doxa militaire française depuis maintenant bien longtemps et qui a été adoptée également depuis bien longtemps en Inde. Et les Indiens, c'est assez nouveau, disent aujourd'hui notre autonomie stratégique, on a emprunté cette conception aux Français. Alors c'est peut-être pour faire plaisir aux Français, mais néanmoins ils ne sont pas habitués à faire des compliments sur les idées qui viennent de l'extérieur, donc autant le prendre. Et enfin, il y a un
un recoupement au sens de la théorie des ensembles, une intersection sur la conception de ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique, qui était une stratégie un peu nébuleuse il y a quelques années, mais l'idée de mettre bout à bout les deux ensembles que sont l'océan Indien et l'océan Pacifique, où les deux pays ont des intérêts. L'Inde a des intérêts indirects dans l'océan Pacifique, la France a des intérêts directs dans le Pacifique et dans l'océan Indien, même si elle est évidemment moins présente que l'Inde dans l'océan Indien, et ça s'est manifesté par une approche très similaire et très concrètement, ce que je disais à l'instant, sur l'ouverture des bases réciproques, puisque la marine française peut également mouiller dans les facilités indiennes. Ça illustre aussi un regain d'intérêt de l'Inde pour son environnement stratégique. Là, je vois qu'on arrive au terme, donc je vais arriver à la conclusion. Parce que l'Inde, en dépit des 7500 km de côte, de littoral qu'elle a très longtemps été tournée vers son intérieur. Dans l'histoire de l'Inde, il n'y a guère que l'empire Chola, qui est un empire tamoul qui s'est étendu vers l'extrême-orient. Et son apogée, c'était au XIe siècle, donc avec des expéditions. Mais sinon, les autres régimes, les autres royaumes et régimes indiens qui ont occupé le territoire de l'Inde s'occupaient davantage de ce qui se passait sur Terre. Et les expéditions maritimes sont plutôt venues d'envahisseurs, ou en tout cas d'expéditions commerciales venues d'Afrique, du monde arabe et de l'Europe. L'ambition de diriger le Sud global, j'en ai parlé, je fais l'impasse maintenant, on pourra y revenir dans les échanges. L'économie et la démographie, j'ai parlé de cette croissance rapide. C'est vrai que l'Inde va devenir la 3e puissance du monde sur le plan économique, à nuancer par le fait que si on prend le PIB par habitant, au sein du G20, l'Inde est à la 20e position, dépassée par le Bangladesh qui n'est pas dans le G20. Donc ça relativise quand même beaucoup, et sa démographie est aujourd'hui un avantage, mais d'ici 40-50 ans, ça deviendra un inconvénient. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui pour l'Inde. L'Inde a beaucoup de chances devant elle si elle fait les bons choix, et elle a autant de risques d'échouer si elle fait les mauvais choix. Le problème, c'est que la définition de ce qu'est un bon ou un mauvais choix, c'est très politique, et que de ce point de vue-là, tout le monde n'est pas d'accord, ni à l'international, ni en Inde, sur les choix qui seront à faire. Sur le plan démographique, par exemple, aujourd'hui, cette population jeune pourrait être un atout formidable, mais un quart de la jeunesse n'a pas d'emploi, donc elle ne bénéficie pas du dividende démographique. Et il n'y a pas de sécurité sociale, ça veut dire que si on s'y prend pas très rapidement, cette jeunesse va devenir vieille, elle sera un fardeau, et elle sera un fardeau pour les communautés familiales, villageoises, et des communautés ethniques et religieuses ou linguistiques qui aujourd'hui sont la sécurité sociale naturelle des Indiens, mais eux aussi seront vieux et ils n'auront pas les ressources pour y faire face. Et de toute manière, l'élan économique de l'Inde aura été stoppé net si rien n'est fait d'ici là. Voilà. Et puis, l'exemple de l'histoire montre que beaucoup de pays sont devenus des empires à la place des autres. L'histoire montre aussi que beaucoup de pays en phase ascendante ont vu leur ascension stoppée net parce qu'elles ont sous-estimé les obstacles et surestimé leur propre puissance. Et c'est un des principaux défis qui s'offrent à l'Inde actuelle. On va prendre quelques questions. Merci pour vos présentations. Michael Parmley, un diplomate américain à la retraite. Je voulais savoir, vous avez mentionné brièvement le Quad. Quelle est la vision indienne du Quad? Quelles sont leurs ambitions pour le Quad? Les vraies ambitions indiennes sont que le Quad soit un des éléments de la ceinture de sécurité de l'Inde face à la puissance chinoise. Elle ne veut pas le dire, là où les Américains n'ont aucun scrupule à le dire ouvertement, et ça les gêne que les Américains le disent. Mais sur le fond, évidemment, l'intérêt de l'Inde, c'est que l'Australie, le Japon et les États-Unis, dans cette formation du Quad, puissent constituer un secours si l'Inde devait en avoir besoin. L'Inde ne se sentant pas nécessairement, en tout cas elle ne l'a jamais dit tel quel, obligée d'une action réciproque à l'égard des autres.
Bon, ce serait sans doute difficile à tenir si l'Australie était envahie par la Chine. Personne ne dit que ça va arriver, hein. Mais en tout cas, les vraies ambitions indiennes du Quad sont celles auxquelles tout le monde pense, mais que l'Inde ne se refuse à énoncer publiquement. Merci. Au plan intérieur, finalement, l'Inde est-elle un ensemble homogène? Vous avez parlé d'assassinats ciblés de Sikhs. Pourquoi assassiner des Sikhs? Et quels sont les mouvements internes d'opposition culturelle, religieux ou politique à l'intérieur du pays? Alors, franchement, je crois que jamais personne n'a dit que l'Inde était un pays homogène. Là, je viens de publier un petit livre sur les langues de l'Inde. Juste par curiosité, est-ce que vous avez une idée du nombre de langues et de dialectes qu'il y a en Inde? Le dernier recensement, qui remonte à 2011, parlait de 19 500. Donc, tout ça pour dire que en Inde, évidemment, d'abord c'est un État fédéral. La constitution indienne, même si le mot fédéralisme n'existe pas, fait bien de l'Inde un État fédéral. D'ailleurs, l'article 1er de la constitution indienne dit « India, that is Bharat, is a union of states ». L'Inde, autrement dit Bharat, c'est le nom de l'Inde en sanskrit ou en hindi, est une union d'États. Donc c'est un État fédéral. Il y a deux grandes cultures en Inde, il y en a d'autres, mais il y en a deux principales. La culture indo-aryenne, essentiellement ce qu'on appelle les États indiphones, du nord et du centre, et la culture dravidienne, c'est-à-dire les États du sud, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka, etc. Puis vous avez les États du nord-est, qui sont de culture tibéto-birmane ou austro-asiatique, et puis vous avez les Adivasis, c'est-à-dire les aborigènes, qui sont les habitants originels de l'Inde, car un des grands tabous en Inde, c'est d'admettre que la population indienne, pour une grande partie, vient d'ailleurs. Le nationalisme indien s'accommode mal de cette reconnaissance, mais les Adivasis sont bien des aborigènes. Et à côté de ces différences ethniques ou ethno-linguistiques, il y a évidemment des distinctions religieuses. Vous avez une majorité écrasante hindoue, à peu près 80%. Vous avez des musulmans qui sont de l'ordre de 14,5 à 15%. Des chrétiens, je crois qu'on doit être de l'ordre de 2%. Les bouddhistes, c'est moins de 1%, enfin c'est même beaucoup moins de 1%. Et on pourrait continuer, et toutes ces, comment dire, ces distinctions ne se recoupent pas d'une manière homogène. C'est-à-dire que je parlais de la théorie des ensembles. Vous avez des Tamouls chrétiens et vous avez des Tamouls musulmans, même si la majorité des Tamouls sont hindous, etc., etc. Vous avez, on en parle peu à l'étranger, mais depuis le milieu des années 60, une insurrection à l'origine appelée maoïste, on les appelle encore maoïstes, qui concerne la majorité des États indiens et qui a fait des dizaines de milliers de morts depuis 1967. C'est le surnom de ces insurgés, c'est les Naxalites, en anglais Naxals. Ça vient d'un village du Bengale occidental qui s'appelle Naxalbari, parce que c'est là que le premier soulèvement a eu lieu. Et fondamentalement, ce sont des paysans sans terre ou déracinés ou des Adivasis qu'on a chassés de leurs terres parce que des compagnies minières devaient s'y installer. Et ils ont rejoint une guérilla qui était d'inspiration maoïste. Aujourd'hui, on continue de dire maoïste. Je ne suis pas sûr que la théorie maoïste soit vraiment ce qui les guide. En tout cas, ils sont très militarisés, très sectaires. C'est une vraie guerre. Et dans l'état du Maharashtra, au Madhya Pradesh, au Jharkhand, encore une fois, dans une majorité d'États, essentiellement du centre, les affrontements entre les policiers ou l'armée et ces missiles naxalistes font des morts et le gouvernement central considère que c'est un problème de sécurité
et non pas un problème économique ou social. Et donc, pour l'instant, on n'en voit pas la fin. Ensuite, vous avez des tensions politiques, parce que le gouvernement actuel a une approche assez musclée de son rapport à l'opposition. Donc vous avez 2 chefs de gouvernement régionaux qui sont en prison, et quand ils reçoivent des mises en liberté provisoire des tribunaux, une nouvelle inculpation arrive et on les maintient en prison. Vous avez des ONG qui sont également empêchées de travailler parce qu'elles sont privées de ressources financières internationales, leurs comptes sont gelés ou leurs bailleurs de fonds étrangers sont empêchés de transférer des fonds. Et donc ça crée des tensions qui ont marqué l'atmosphère des élections qui viennent de se terminer. Et donc il est encore trop tôt pour savoir si cette atmosphère va s'apaiser ou si ça va continuer. Vous n'avez pas parlé du système de caste. Est-ce que ça va perdurer? Est-ce que ça se répand de plus en plus? Et quelles sont les conséquences? Alors, le principe de la caste, c'est qu'elle ne s'abolit pas, elle ne se répand pas, elle se perpétue. Le système des castes trouve son origine dans un texte très ancien, dans une des Védas. Je ne vais pas rentrer dans l'explication complète, mais grosso modo, il y a 4 grandes castes. Les brahmanes, qui sont grosso modo la tête. Donc ça va donner des savants et des prêtres. Vous avez les kshatriyas, c'est les bras, c'est les rois, c'est les soldats, les guerriers. Vous avez les shudras, eux c'est les jambes, c'est les serviteurs. Et entre les deux, entre les shudras et les kshatriyas, il y a les vaishyas, ce sont les commerçants. Et seuls les 3 premiers sont considérés comme des castes supérieures, mais brahman, kshatriya, vaishya. Les shudras, c'est le petit peuple. Et puis vous avez des gens qui sont hors caste. Ils ne sont même pas dignes d'avoir une caste. Ce sont ce qu'on appelait autrefois les intouchables. Ce sont ceux qui font toutes les tâches impures. S'occuper des corps des morts, couper les cheveux ou les ongles, c'est sale, c'est impur. S'occuper des ordures, s'occuper de tanner les peaux, parce qu'encore une fois, c'est impur. Et les intouchables, encore une fois, sont des hors-castes, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas l'espoir de se réincarner dans autre chose qu'eux-mêmes. Alors, à côté de ces castes-là, il y avait des professions, un petit peu comme les corporations du Moyen-Âge en Europe. On les appelle les jatis. Ce dont je viens de parler, les 4 grandes castes, c'est les varnas, les couleurs. Les jatis, ce seraient les no-corporations. Et en fait, elles sont héréditaires. Et il y a une endogamie au sein de ces jatis. C'est-à-dire qu'un orfèvre va se marier avec une fille d'orfèvre, etc., etc. C'est un petit peu comme si les luthiers ne se mariaient qu'avec des luthiers. D'ailleurs, peut-être que ça a été le cas à une époque. Et les Anglais, quand ils sont venus, avec une volonté très organique de tout mettre dans des boîtes, ont décidé que les jatis, c'était des sous-ensembles des grandes castes. Donc ils ont fait rentrer au chausse-pied, d'une manière très formelle, ce qui était quelque chose d'un peu moins rigide. Et bien entendu, ça a un effet sur la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Indiens ont intériorisé que les jatis sont des sous-ensembles des castes. Alors on entend parfois que la constitution indienne de 1950 a aboli la caste. Non. Elle a aboli la discrimination par la caste. C'est-à-dire qu'il est interdit de discriminer selon la caste. Et elle a introduit aussi
une comment on appelle ça, discrimination positive avec des emplois réservés dans l'administration ou des postes réservés à l'université pour les gens qui appartiennent aux castes répertoriées, schedule castes, ce sont essentiellement des intouchables, qu'on a renommés les Dalits, c'est-à-dire les opprimés, et les tribus répertoriées, les Adivasi. C'est-à-dire qu'il y a également des postes réservés dans l'administration ou des places à l'université pour les aborigènes. La question est donc celle du pourcentage. Parce que ce qu'on a vu, c'est les couches inférieures, ceux qui ne sont ni des castes supérieures ni des intouchables, sont dit « mais nous, on est gagnant nulle part. Les castes supérieures, ils bénéficient de l'héritage de leur famille. Les intouchables ont des places réservées, et nous ?» Donc, à la suite d'un rapport très controversé, mais qui a fini par être mis en œuvre dans les années 90, on a créé les OBC, Other Backward Classes, autres classes arriérées. Et donc c'était une compétition pour se dire plus arriérés que les autres. Parce que les OBC, à leur tour, ont bénéficié d'emplois réservés ou de places réservées à l'université. À tel point qu'en additionnant ces emplois réservés, il ne restait plus grand-chose pour les autres. Et donc la Cour suprême a dû rendre un jugement disant que tout mis à bout, ça ne pouvait pas dépasser 50% des places. Mais c'est là qu'on a vu arriver d'autres revendications. Au Maharashtra, par exemple, les Maraths, c'est-à-dire l'ethnie linguistique majoritaire, a réclamé des postes spécifiques pour les Maraths. Et donc il y a une revendication. Alors, quand on dit revendication, ça veut dire qu'on va au clash, on va à la grève de la faim jusqu'à la mort, il y a des bagarres, ça fait des morts. Hein. C'est pas juste on dépose des pétitions en préfecture. Et ce sont des enjeux identitaires extrêmement puissants. Et c'est la raison pour laquelle une des revendications de l'opposition, c'est qu'il y ait un référendum répertoriant les castes, car aujourd'hui, on est encore sur le référendum, le dernier référendum, pardon, je dis n'importe quoi, recensement. Le dernier recensement où les castes ont été comptées, c'était en 1931. Aujourd'hui, ce n'est que par sondage qu'on le sait, donc c'est très approximatif. On considère qu'il y a environ 20 à 30% de castes supérieures, parmi lesquelles 4% de brahmanes. Il y a en gros 50 à 55% d'OBC, et le reste se partage entre les Dalits et les aborigènes qui doivent faire à peu près 8%. Voilà. Mais on ne le saura que quand il y aura un recensement qui inclura la caste. C'est une revendication de l'opposition et de l'un des alliés nouvellement ralliés de Narendra Modi qui en a fait une condition. Or, le BJP est un parti qui a conquis les classes moyennes et les castes moyennes, tout en faisant une politique favorable aux castes supérieures. Donc c'est une contradiction qu'il devra résoudre pour ne pas faire éclater cette nouvelle majorité. Et je n'avais pas parlé des castes parce que je savais qu'on me poserait la question. Merci. C'est pas une question, c'est un commentaire sur la comparaison Chine-Inde. Alors en matière de soft power, d'influence, la Chine partait avec un avantage étant membre permanent du Conseil de sécurité, ayant le chinois comme langue officielle des Nations Unies. Donc elle en a profité pour, par exemple, développer des centres, des instituts Confucius un peu partout dans le monde. L'Inde, en comparaison, avait des avantages. Mais je trouve que depuis une quinzaine d'années, elle fait de gros efforts. Par exemple, elle a réussi en 2016 à faire classer le yoga comme bien intangible de l'humanité au classement de l'UNESCO. 2015, oui, 2015-2016. Ouais. Au lendemain, ouais, la première journée internationale du yoga, c'était en 2015. Et donc tous les 21 juin, il n'y a pas longtemps, dans chaque ambassade d'Inde dans le monde, il y a un professeur de yoga qui d'ailleurs est payé par le ministère indien des Affaires étrangères et qui organise une journée gratuite d'initiation au yoga. J'ai pu le voir dans différents pays. Il y a aussi l'image des deux pays, l'image de la Chine, avec l'autoritarisme de Xi Jinping et avec la crise du Covid, ça a été un peu abîmé, alors que
que l'Inde, au contraire, continue d'essayer à une meilleure, bénéficie, d'après toutes les différentes études des organismes de tourisme, bénéficie d'une meilleure image. Et vous avez parlé du réseau diplomatique. Alors, le réseau diplomatique chinois est assez développé, puisqu'il a dépassé le réseau français il y a une dizaine d'années. Mais le réseau indien est un de ceux qui se développe de manière la plus rapide avec la Turquie, je crois. Il y a 2-3 ans, ils ont ouvert, par exemple, l'Inde a ouvert une ambassade dans chaque pays balte. Comment expliquez-vous le fait qu'ils ont si peu de diplomates et un réseau relativement faible? C'est une explication qu'on peut retrouver dans d'autres domaines de la vie publique indienne. C'est un héritage britannique. C'est-à-dire que les très hauts fonctionnaires indiens à l'indépendance avaient été formés par les Britanniques. Et donc, ils ont poursuivi au service de l'Inde indépendante, mais avec des instituts de formation qui n'ont pas beaucoup changé et qui étaient très élitistes. Donc vous avez un institut extrêmement élitiste qui forme les hauts fonctionnaires indiens, Indian Civil Service, ICS, et vous avez le IFS, Indian Foreign Service. Comme au Pakistan d'ailleurs. Voilà. Mais est-ce que vous savez... Normal. Voilà. Par exemple, les chefs de l'armée indienne et pakistanais jusqu'à la fin des années 50, c'était des Britanniques. Et donc, quand il y a eu des guerres entre l'Inde et le Pakistan, vous aviez un Britannique à la tête des deux armées. C'est quelque chose qui... Bon. Et alors, cette conception élitiste très anglaise a persisté. On les retrouve aussi dans les clubs indiens. Hein. Et à tel point que, je me le suis fait confirmer par une diplomate indienne, jusqu'à une époque pas si éloignée, alors je n'ai pas la date en tête, au sein du AFS, qui produisait des promotions très réduites chaque année, dans les formations, il y avait des cours de polo. Donc on montait à cheval à compétition de polo. Enfin, je veux dire, c'est l'Inde du 19e siècle. Oui, l'Inde britannique du 19e siècle. Bon, ils ont pris conscience de ce problème parce que quand vous voulez être dans tous les pays et tous les organismes internationaux, et Dieu sait s'il y en a, les organismes de l'ONU, avec un ambassadeur et pas simplement quelqu'un qui est basé dans une capitale et qui fait 5 pays à la fois, ben, il faut former des diplomates. Donc là, ils sont en train de former à tour de bras. Ils ont un énorme retard à résoudre. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne dans les ambassades indiennes. Hein. Il y a pléthore de personnel. Mais ils n'ont pas le statut diplomatique pour la plupart d'entre eux. Vous avez dans une grande ambassade indienne quelques diplomates sortis de AFS qui ont une conscience très aiguë de leur valeur, qui est réelle, mais il ne faut pas les mélanger avec le reste du personnel de l'ambassade. Je suis d'accord. La symétrie est totale avec le Pakistan, hein, pour des raisons historiques similaires. Voilà. J'ai une question avant de clôturer, sauf s'il y a d'autres questions, mais l'Inde est un leader et se positionne comme un leader du Sud, et elle l'est objectivement, et elle a, vis-à-vis du conflit israélo-palestinien, une position un peu originale pour les pays du Sud, puisqu'elle soutient assez nettement Israël. Est-ce que c'est conjoncturel et lié à Modi, ou est-ce que ça peut être une tendance lourde qui s'inscrit dans l'histoire et dans la stratégie indienne ? C'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, je crois que je pourrais répondre à toutes les questions en commençant par c'est un peu plus compliqué, parce que s'agissant de l'Inde, rien n'est simple. Non, ce qui est vrai, c'est que depuis le début des années 60, l'Inde et Israël ont une coopération en matière de renseignement et militaire qui était d'abord discrète, qui n'était pas véritablement assumée. En 1992, l'Inde a reconnu Israël. Il a quand même fallu attendre 1992. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est qu'on parle de deux pays qui sont nés la même année et tous les deux d'une partition. Je pense que c'est pas pour rien. L'Inde était un ardent défenseur de l'OLP dans les années 60-70, et ça continue après. Ça n'a pas empêché, encore une fois, de faire appel à Israël pour compenser les retards en matière d'armement et de renseignement. La normalisation a été très progressive, et il est clair que intellectuellement, il y a une grande parenté
politique entre Netanyahou et Modi, qui en plus sont des amis personnels. Ça, c'est très clair. De manière très surprenante, après l'élection de 2014, tout le monde s'attendait à ce que l'une des premières visites soit pour Israël. Il a attendu 2017 pour y aller. Et pourquoi ? Parce qu'avant, il est allé en Iran, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, en Oman, etc. Il s'est assuré de bonnes relations avec les pays arabes pour pouvoir aller en Israël sans être accusé d'être anti-arabe. Et contrairement, non pas à ses prédécesseurs, mais aux dirigeants indiens qui sont allés en Israël avant, il y en a eu quand même, il n'est pas allé à Ramallah. Parce que la doctrine qu'il a introduite est le découplage entre la question palestinienne et la question israélienne. Je parlais tout à l'heure de route bicyclette. Jusqu'à présent, l'Inde voyait le problème israélo-palestinien comme un problème unique, avec des relations avec les deux. Là, il a clairement découplé, et c'est un découplage qui est assumé. Alors maintenant, j'en viens à l'attaque du 7 octobre. Dans la journée du samedi, ou du dimanche, je ne sais plus, enfin très rapidement, Modi a téléphoné à Netanyahou et il a tweeté pour l'assurer de son soutien. Dans la foulée, il a fallu attendre quelques jours, au moins 48 heures, pour que le ministère des Affaires étrangères se contente de faire un communiqué très langue de bois, réaffirmant les positions classiques de l'Inde sur le conflit du Proche-Orient, en soulignant la nécessité d'une solution à deux États et d'une paix équitable, etc., etc. Le parti du Congrès a critiqué très vivement la position de Modi et quelques jours après a recentré un petit peu sa position en condamnant également le terrorisme. Le ministère des Affaires étrangères indien ne s'est jamais départi d'une position extrêmement classique à l'égard des relations avec à la fois Israël et la Palestine. Et puis, Narendra Modi a arrêté de parler du sujet en public. Il y a eu des manifestations pro-palestiniennes, pas beaucoup, et en Uttar Pradesh, elles ont été extrêmement vivement réprimées. Et en janvier, il y a eu un sommet du mouvement des non-alignés, dont on s'est aperçu qu'il n'était pas encore tout à fait mort. Et alors là, extraordinaire, pour la première fois depuis des années, le ministre des Affaires étrangères, Jaishankar, est allé à Kampala, où se tenait le sommet des non-alignés, et il a tenu un discours hyper classique qu'un dirigeant du Congrès aurait pu tenir sur les relations, sur le conflit israélo-palestinien. Entre-temps, il y avait eu l'initiative sud-africaine à la Cour pénale internationale, et l'Inde voyait avec pas mal de déplaisir l'Afrique du Sud prendre l'ascendant sur les pays du Sud. Mais il y a quelques jours et quelques semaines, on a appris plusieurs choses. On a appris dans la presse indienne, mais d'abord ce n'était pas la presse indienne, c'était un journal israélien, qu'un fabricant indien proche, enfin appartenant à Adani, ce tycoon proche de Modi, avait livré des drones de combat à Israël. Et vous avez peut-être entendu parler de ce navire que l'Espagne a refusé d'accueillir parce qu'il était chargé d'explosifs à destination d'Israël. C'était des explosifs indiens. Donc on voit que le soutien du gouvernement en sous-main à Israël ne s'est pas démenti. Sur le plan diplomatique, en revanche, la position est devenue, y compris d'ailleurs les votes aux Nations Unies, les premiers votes étaient assez différents du Sud global, mais au bout d'un mois ou deux, on a vu les votes indiens revenir à un grand classicisme par rapport à ces positions anciennes. Donc je parlais de Shiva, le bras droit, le bras gauche et les quelques autres. Bien, écoutez, merci Olivier Davage.